Pour moi, un projet personnel, c'est avant tout une quête. C'est à la fois une quête sur un sujet, une enquête sur un sujet et une quête sur soi. Mais une quête sur soi qui est inconsciente, qui n'est pas la raison pour laquelle on le fait, mais qui est indéniablement et inhérente à cette action-là. Parce qu'on doute, parce qu'on réfléchit, parce que du coup, comme c'est personnel, on essaie d'avoir une approche qui est personnelle, qui nous ressemble. Mais toutes ces choses-là, quand je te dis ça, c'est pas un sentiment que j'ai eu la première fois que j'ai fait un projet personnel. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Photographe Pro 2.0. Aujourd'hui, je partage avec vous un entretien avec le photographe Frédéric Noy, lauréat du Visa d'Or en 2019, et qui va partager avec nous sa très intéressante vision du métier de photographe documentaire. On va parler ensemble du concept de sujet personnel et de son importance, des modes de financement de reportages au long cours, comme il a pu le faire sur le lac Victoria, et surtout de l'état d'esprit dans lequel il faut être pour durer dans ce métier. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur SoundCloud ou sur Apple Podcasts, sur iTunes, pour avoir accès à tous les autres épisodes. Il y en a déjà près d'une centaine à découvrir, et parmi eux, de superbes entretiens avec de grands noms de la photographie. Je vous souhaite une bonne écoute en compagnie de Frédéric Noy. Donc on est avec Frédéric Noy. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais, nous parler un peu de ton parcours? Alors, je m'appelle Frédéric Noy, je suis photographe, photojournaliste, mais ce que je qualifie plutôt photographe documentaire, qui pour moi est une branche du photojournalisme. Une des différences que je fais, c'est que un photographe documentaire travaille sur des projets au long cours de manière presque plus littéraire, plus approfondie, avec un facteur temps qui joue beaucoup sur le traitement du sujet. Ce n'est pas une approche que j'oppose à la photo de news, c'est autre chose. Comme en littérature, vous avez des gens qui vont écrire des grandes fresques littéraires et d'autres qui vont faire des nouvelles, et les deux contribuent à la littérature. En photojournalisme, de mon point de vue, c'est pareil. Je n'ai pas de formation de journaliste, j'ai pas de formation de photographe, j'ai tout appris sur le tas. J'ai 4 années d'études après le bac, il y a très longtemps. Tu as fait quoi comme études? Au début, j'ai fait un bac D biologique, à biologie, à l'époque ça s'appelait bac D, sciences nat. J'ai enchaîné avec 2 années de DUG, c'est-à-dire diplôme d'études universitaires générales, avec option administration économique et sociale, donc ça restait des choses pluridisciplinaires. Et puis j'ai enchaîné sur 2 années de MST, alors c'est pas les maladies sexuellement transmissibles, mais c'est les maîtrises sciences et techniques, je ne sais pas si ça existe encore. Je pense qu'ils ont dû changer le nom depuis. Certainement, oui, certainement. C'était en communication. Donc j'avais très peu de photos. Enfin, j'ai eu des photos vaguement dans les 2 premières années de fac où je faisais des agrandissements noir et blanc, si tu voulais, mais j'ai tout appris de la technique en lisant les bouquins, en agrandissant en noir et blanc dans ma salle de bain, que j'immobilisais pendant des jours, des fois. Comme j'habitais un tout petit appartement à Paris, une fois que j'avais installé mes 3 bacs et l'agrandisseur, j'avais pas envie de tout démonter, remonter. Et j'ai mon université, mon école de photographie, c'est la vie, c'est que j'ai tout essayé tout seul, j'ai fait toutes les erreurs possibles, et c'est l'université de l'erreur qui consistait à essayer à chaque fois et s'apercevoir que ce que j'essayais ne fonctionnait pas toujours, et à pas refaire la même erreur après. Donc parallèlement, au début, j'ai commencé la photo en 89. J'avais envie de faire de la photographie, mais j'avais aucune idée de ce que c'était, vraiment, de comment on pouvait faire. C'est-à-dire que c'était une époque aussi, on a peut-être un peu oublié, mais il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas Google, il n'y avait pas de téléphone portable. Il n'y avait pas Instagram. Il y avait encore moins Instagram. Donc ne fût-ce que trouver des informations, savoir quoi faire, où faire et comment faire, c'était très compliqué. Moi, je n'habitais pas Paris, j'habitais dans l'Oise. Donc il fallait vraiment se trouver sa propre voie. Et puis quand j'ai démarré au début, en 89, évidemment, j'en vivais pas du tout. Donc il fallait que j'ai des travaux, des activités parallèles alimentaires qui me permettaient de payer mon loyer, d'être indépendant, etc. De payer mes charges, la nourriture, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et je me disais que si je faisais ces activités, ça me dégagerait du temps et un peu de moyens pour faire de la photo, ce qui était une erreur, c'est-à-dire que c'est complètement impossible. C'est-à-dire que quand je finissais mes activités parallèles, qui ont été notamment à la fin, j'étais preneur de son pour des télévisions japonaises. C'est-à-dire qu'à l'époque, toutes les télévisions japonaises, quand ils faisaient des reportages en Europe ou en Afrique du Nord, plutôt que de faire venir une équipe technique, ils louaient le caméraman et le preneur de son à Paris.
Le caméraman, c'est un ami, c'était un japonais qui était parfaitement francophone, et donc moi j'étais son preneur de son, donc je ne comprenais rien au japonais, mais ça me permettait de faire un très bon son, parce que pour avoir un très bon prise de son, il ne faut pas comprendre forcément ce qu'on dit, mais il faut être capable de capter un bon signal, donc j'ai beaucoup appris avec ça, mais c'était une période pendant plusieurs années qui était fatigante, parce qu'on faisait beaucoup de choses, je gagnais pas trop mal ma vie, mais quand je ne travaillais pas, je n'avais pas plus l'énergie, plus l'envie, et le temps de faire des projets photographiques. Donc je suis arrivé tranquillement à l'an 2000 en me disant que ce n'était pas possible de finir mon existence et d'avoir des regrets. C'est-à-dire le regret d'avoir voulu être photographe et de jamais l'avoir fait. D'avoir seulement fait les choses à moitié, vaguement du bout des lèvres et du bout du désir. Et donc en l'an 2000, je me suis dit, moi j'arrête tous les travaux alimentaires et je vais faire de la photographie pleinement. J'étais pas encore en digital à l'époque. De me lancer complètement et d'essayer de démarcher, d'essayer de gagner ma vie uniquement avec la photographie. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à travailler. C'était pas facile, c'était vraiment la dèche. Parce que même à l'époque, effectivement, j'ai travaillé encore en film, il fallait aller au labo, payer ses développements, faire ses tirages encore. Ça a été une période compliquée. En plus, j'ai toujours eu une approche assez solitaire, finalement. J'ai été tardivement quelqu'un de réseau et qui connaissait des gens qui pouvaient aider à rentrer en contact. Peut-être une question de nature, une question d'opportunité. Et puis, c'est vrai que j'ai très, très vite commencé à travailler à l'étranger aussi, donc ce qui n'aidait pas non plus à voir se mettre au milieu de collectifs ou de groupes ou d'agences qui pourraient aider plus facilement à se connecter. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai continué, je me suis accroché et me voilà. Te voilà Visa pour l'image. Me voilà Visa pour l'image. Au moment où on enregistre ce podcast. Oui, pour Visa, pour moi c'est particulier. Au début, les festivals, ça ne m'intéressait pas du tout. Je pensais que pour moi la photo c'était juste le terrain, il y avait que ça qui était intéressant et faire des sujets. Et puis d'autres gens m'avaient parlé de Visa en disant non mais c'est bien, les festivals, on rencontre des gens, on rencontre des clients, c'est un creuset, on voit ce que font les autres. Et un beau jour, je me suis dit, bah oui, c'est vrai, ça a l'air d'être intéressant. Et en 2002, je crois que c'est là que j'ai fait mon premier festival Visa. Évidemment, sans connaître personne. Et c'était toujours ce que j'imagine, le premier Visa, même maintenant de n'importe qui, c'est qu'on arrive avec ses photos sous le bras, on ne sait pas qui aller voir, c'est compliqué. Enfin, à l'époque, c'était encore plus compliqué, il n'y avait toujours pas les réseaux sociaux. Donc, des fois, c'était l'époque où on arrivait, on essayait de lire les badges et de se dire, ah, machin, un tel et tel magazine, et d'essayer d'avoir un rendez-vous. Il n'y avait pas encore comme aujourd'hui, maintenant, où au moins les lectures de portfolio sont organisées, il y a quand même des guides et des rendez-vous arrangés à vendre. C'était très compliqué, et puis peu à peu, de fil en aiguille, ça fonctionnait. Et puis Visa a toujours eu pour moi cette saveur particulière, c'est que c'est là que les premières fois j'ai eu des projections, c'est là que ça m'a aidé à rentrer chez Cosmos, qui a été ma première agence. Ça m'a aidé à me faire connaître, ça m'a aidé à connaître le milieu, ça m'a aidé à connaître les autres. Jean-François Leroy a toujours été, à partir d'un certain nombre d'années, quelqu'un de fidèle et d'attentif, qui jetait un œil sur mon travail, qui l'a soutenu, qui l'a projeté, qui m'a incité à continuer, qui a exposé le travail sur les communautés homosexuelles, ce qui n'était pas gagné d'avance, d'arriver au moment où c'était pas trop la mode. Quand j'ai commencé à faire le sujet sur les homos, c'était pas la mode de le faire, on n'en parlait pas du tout. Moi, c'est un sujet que j'ai commencé il y a 8 ans. Et lui a décidé à un moment de l'exposer et de soutenir et d'avoir le courage et l'envie de m'aider à revendiquer certaines idées, certaines valeurs à travers le photojournalisme. Et puis de fil en aiguille, me voilà pour une deuxième exposition autour du lac Victoria. Donc en ça, Visa, à travers Jean-François Leroy, a pour moi une importance particulière, un attachement particulier et une fidélité particulière. Parce que au moment où j'étais pas grand-chose en photographie, il a eu la générosité et l'envie et le goût de jeter un œil à ce que je faisais et à me soutenir tout au long des années. Et j'ai toujours un sentiment
de reconnaissance et de fidélité vis-à-vis des personnes comme lui, comme Annie Boula aussi chez Cosmos, qui au départ ont su, cru déceler, cru voir, ou ont eu peut-être quelque chose dans leur esprit ou dans leur œil qui a dit que ça valait peut-être le coup de m'accompagner un petit bout de chemin. Et j'ai toujours une grande reconnaissance en général pour les gens qui savent faire confiance à une vague idée qu'ils ont de quelqu'un et qui n'y arrivent pas au moment où on est beaucoup plus grand. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on disait dans un podcast avec Pascal Maître où il insistait sur le mot confiance, le fait que c'est important d'avoir cette relation de confiance aussi avec les rédactions. Toi, aujourd'hui, tu travailles principalement pour la presse. Donc tu as eu ce passage, comme plein de photographes, je pense, traverser un peu du désert où tu as un peu galéré aussi au début. Aujourd'hui, tu travailles pour qui un peu, en général? Mon approche en général, c'est que moi je suis français mais pas basé à Paris. J'aime bien être basé quelque part dans le monde. J'ai été très très longtemps basé en Afrique et ça me permet de rayonner sur une région, sur un pays. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, une fois que j'arrive à faire entrer dans la carte géographique mentale des directeurs artistiques et photos que je suis à tel endroit, à ce moment-là, ils m'appellent ou ils m'envoient faire des assignments, des commandes. Et du coup, mes clients, c'est la presse à travers le monde. J'essaye de ne pas dépendre uniquement de la presse française, non pas par goût, mais en me disant que c'est plus on a de cordes à son arc, plus on a un réseau qui est différent, plus on a de chances de travailler, plus on a de chances aussi de faire circuler son travail, et plus on a la chance d'avoir des regards différents. C'est-à-dire que les DA en Hollande, en Allemagne, en France, au Japon, en Chine ou aux États-Unis n'ont culturellement pour moi pas la même façon de voir un même sujet que je ferais. Et donc ça m'intéresse d'essayer d'avoir comme ça ces ramifications. Alors ça me permet au cours des années, et ça grâce aux réseaux sociaux, grâce à Visa, grâce à mon site, grâce à Cosmos qui m'accompagne un moment, d'avoir une visibilité qui me permet effectivement d'avoir des clients réguliers pour la presse quotidienne, en Europe principalement, et aussi pour la presse magazine. Mais c'est vrai que j'essaye, en diversifiant aussi mes sources de revenus, c'est-à-dire à un moment j'ai longtemps travaillé, été un compagnon du HR, du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Ça aussi, j'ai commencé à travailler avec eux en 2006, et ça c'était pas du tout la mode. Très peu de gens, très peu de photographes travaillaient pour eux. Pour une institution Pour l'Institution de l'ONU, et qui était entre une institution administrative, parce que ça reste une grande administration même si elle est internationale, et le monde de l'ONG. Et eux, en travaillant régulièrement avec eux, ça me permettait d'être payé et de pouvoir avoir une relative indépendance financière qui me permettait aussi, parallèlement, de satisfaire mon goût pour les projets personnels. J'aime avoir des commandes avec la presse, mais j'aime aussi me dégager des plages de liberté de création qui me permettent de développer des projets plus longs. Parce que par exemple sur le lac Victoria, si j'étais allé voir des magazines en leur disant voilà j'aimerais bien faire une histoire sur le lac Victoria par tous les aspects possibles, en allant dans les 3 pays, plus de 3000 km, l'aspect la pêche, halieutique, donc l'aspect halieutique, économique, le monde de la santé, le sida, la pollution, le partage des eaux, les conflits politiques, enfin il n'y en a pas un, mais pas un qui me dit oh, mais oui c'est super on va le faire parce qu'il penserait oui on a 6 pages voire 10 pages, c'est impossible à faire, est-ce que tu en es même capable quoi. Donc et pareil sur la communauté homosexuelle, si je leur avais dit il y a 9 ans oui j'ai envie d'entamer un grand travail sur les homosexuels, moi j'ai entendu même quand j'avais fait le boulot qu'on me disait non mais tu sais les PD en Afrique franchement ça va pas intéresser notre lectorat etc. Donc aller présenter des sujets qui te sont personnels et qui n'ont pas été faits, c'est compliqué d'avoir les financements, d'avoir des gens qui te soutiennent. Donc je suis obligé de me ménager des plages personnelles où je me dis je m'en moque, je l'ai fait. Je le fais parce que des fois j'y crois. Enfin pas des fois, j'y crois à chaque fois en me disant une fois que ça sera fait, ce sera plus facile à montrer. Et pas forcément dans la presse, dans ce genre de projet, pour moi le stade ultime c'est l'édition. C'est-à-dire qu'à un moment un livre, c'est quelque chose qui peut clore proprement ce genre de projet. Et si sur le chemin, entre le moment où tu commences ton projet au long cours et le moment où tu fais du bouquin, il y a possibilité du festival qui les montre et de la presse qui les publie, alors tant mieux. Alors tant mieux. C'est aussi mon but de défendre certaines idées, certaines valeurs et certaines approches. Mais ça reste effectivement la presse et aussi pour exister.
C'est important de pouvoir montrer, de pouvoir exister, de pouvoir défendre une certaine approche sur certains sujets. Donc oui, la presse est une source de revenus et une source de diffusion pour moi, mais il y a aussi, j'ai travaillé régulièrement avec des ONG. Maintenant, avec celles qui demandent, en général, je ne cherche pas plus que ça, parce qu'après, il y a aussi des contraintes. J'ai travaillé pendant une année comme photographe aux Nations Unies à Khartoum. Et ça, c'était en 2006, 2005-2006. Et j'avais l'impression, qu'en travaillant comme photographe aux Nations Unies, je rentrais dans une institution qui rassemblait les meilleurs à tous les postes possibles, hein, du comptable au photographe. Et j'étais extrêmement déçu. Et surtout, j'ai découvert ce qu'était le poids de la hiérarchie et le poids d'avoir des gens qui ne connaissent pas grand-chose en photo, mais qui vont t'expliquer ce qu'il faut faire et pourquoi il faut le faire, et que ça, c'est pas bien, ça se fait pas, etc. Et qui ne parlent pas photo. C'est même pas de la représentation de l'image, mais ils ne parlent pas, ils ne connaissent pas la dynamique, l'impulsion, ce qui sous-tend un photographe. Non pas que tous les photographes ont le même caractère, la même façon de voir les choses, mais quelque part, on a une façon commune de voir une réalité, de réagir et de l'appréhender. Et c'est compliqué, et c'est là que j'avais compris que finalement, chez les photographes, on a presque un langage inconscient, collectif, mais qui est extrêmement difficile à traduire à des gens qui ne sont pas photographes, mais par contre qui croient être capables de lire des photographies et de comprendre. Et c'est là que j'avais compris le poids de la hiérarchie, le poids d'être obligé de se battre pour traduire des idées. Et donc ça m'a un peu éloigné de tout ce monde-là, des ONG qui vont te dire il faut faire ceci, il faut faire cela, vous comprenez, il y a la visibilité. Et au bout d'un moment, je trouve que ça fausse un peu le récit. Alors il m'arrive encore de travailler pour des ONG si je sens un de mes grands défauts, qui peut être aussi une qualité, c'est que je suis beaucoup sur l'affect. Il faut que je sente quand quelqu'un, notamment le milieu des ONG ou même le milieu du corpo, qu'il aime ou qu'il apprécie ce que je fais. Ou qu'il s'approche de moi parce qu'il a vu les photos et que ça l'intéresse. Le regard l'intéresse, ou la façon de faire l'intéresse, ou l'approche l'intéresse. Je ne vais pas démarcher des gens de manière acharnée et assidue parce que je me dis que 5 jours, ça va me faire 5 fois 200 €, quoi. Parce que j'essaie et j'arrive à peu près à m'en sortir sans être obligé de le faire. Donc j'essaie de continuer tant que je peux faire ça. Alors c'est sûr que maintenant, plus j'avance, avec le temps, avec le Visa d'Or, avec les expos, je suis un peu plus connu. Donc ça permet aussi de jouer de ce poids-là. Mais c'est vrai que l'affect joue, l'attirance que quelqu'un a pour mon travail, pour la façon que j'ai de l'aborder joue, la confiance qu'on peut me porter joue. Et cette somme-là fait que ça me donne envie de donner suite ou de travailler avec des gens. Je dirais presque que j'ai passé l'âge, c'est parce que je fais ça depuis un moment, c'est vraiment depuis l'an 2000, donc ça fait 19 ans maintenant que je fais que ça à fond. Peut-être qu'il y a 10 ans, je ne t'aurais pas dit ça. Mais maintenant, je me dis que j'ai passé l'âge de supplier ou d'essayer de faire comprendre à quelqu'un que franchement, ça peut être intéressant de travailler avec moi. S'ils ne le comprennent pas, s'ils n'ont pas envie, c'est même pas une marque de vanité ni d'orgueil, mais c'est qu'à un moment, je préfère passer mon énergie à approfondir un travail personnel ou à travailler avec des gens que je sais qui me font confiance et me suivent depuis un moment, ou même me suivent depuis récemment, mais ont vraiment envie, qu'essayer de convaincre des gens de l'intérêt qu'il y a à avoir une collaboration. Et j'ai l'impression que ça, au moyen terme, ça peut payer, quoi. Ouais, mais c'est vachement intéressant parce qu'il y a une question que j'ai l'impression qui revient régulièrement, d'ailleurs que moi je me suis posé aussi personnellement en tant que photographe, c'est que quand tu es investi sur le long terme, sur un projet au long cours, et qui en plus plaît pas forcément naturellement à tout le monde, et de toute façon il n'y a aucune idée où les mecs vont dire ok c'est parti, on fonce, on en fait 10 pages, etc. Enfin c'est très rare. Je pense que toi, tu es passé par plein d'étapes de doute, ou peut-être que tu t'es dit à un moment donné, peut-être que c'est eux qui ont raison, il faudrait que j'arrête ce sujet ou quoi. Est-ce que ça t'est arrivé ça, et comment tu l'as vécu ce moment-là, ou ces moments-là? Moi, je me suis jamais dit qu'ils avaient raison, parce que en fait, quand j'étais beaucoup plus jeune, une de mes premières envies, c'est que je voulais être écrivain. Il y avait l'idée, et ça remonte encore plus tôt, à 13 ans, 14 ans, j'étais fasciné et à la fois apeuré par l'idée qu'on passe sur Terre et qu'on meurt et qu'en fait, on disparaît, personne ne se souvient de nous. Et donc j'avais l'idée, il faut absolument laisser une trace. Je ne sais pas pourquoi j'étais obsédé par cette idée, il faut laisser une trace, une œuvre, quelque chose. Pas forcément la Joconde, hein, ou la Chapelle Sixtine, ou Les Misérables, mais laisser quelque chose qui fait qu'un jour quelqu'un pourra se souvenir de toi, retombera dessus, etc. Donc au début c'était la littérature, écrire quelque chose, une histoire, un documentaire, quelque chose. Et puis peu à peu, ça a lentement glissé sur la photo. C'était une bonne façon de laisser une trace.
Pourquoi je dis ça? C'est pour ça que dans un moment, je ne doute pas si les gens ne veulent pas travailler, parce que finalement, il y a presque un côté égoïste où ça a démarré en disant, peu importe, si je suis convaincu que c'est une histoire qui peut être intéressante, même si personne ne l'achète, même si personne n'en veut, je vais laisser une trace. Et je laisse un travail qui sera intéressant, que j'aurais fait avec honnêteté, avec sérieux. Et donc, il y aura bien quelqu'un sur cette planète un jour qui trouvera que c'était pas si mal que ça. Ça, c'était quand j'étais plus jeune. Et cette idée-là, évidemment, elle a changé. Je ne l'exprime plus pareil. Là, je te raconte mes pensées d'il y a 30 ans. Mais inconsciemment, ça me marque encore. Et quand je dis non, mais même si je doute parce que des gens ne veulent pas, il n'y a pas d'orgueil à dire non, c'est moi qui ai raison, ils ont tort. C'est même pas la question qui a raison, qui a tort. C'est plutôt la question qui est, il faut croire finalement au fond à son instinct et à son envie de faire quelque chose. Parce que, au nom de quoi, quelqu'un d'autre pourrait être sûr que ce que je propose est bien ou pas. On n'en sait rien en réalité. Donc peut-être que même si 10 000 personnes me disent non, mais c'est vraiment pas intéressant, il suffit des fois de tomber sur une autre personne qui va dire ah, mais oui, mais en fait, ouais, mais c'est pas mal du tout, quoi. Et donc si beaucoup de gens vont refuser ou ne sont pas intéressés, je me dis toujours qu'il y en a bien une autre, la prochaine pourrait être intéressée. Et après, j'ai toujours aimé l'ethnologie et le fait que on va essayer de découvrir autrui et creuser des histoires, creuser la connaissance de l'humanité, creuser la connaissance de l'autre. Et ça, le fait que des gens aient envie de publier ton travail ou pas, c'est une émotion courte en fait. Tu vois, ça se joue sur une rencontre 10 minutes, un quart d'heure. Mais en réalité, quand on fait notre travail, ça ne se joue pas sur 10 minutes, un quart d'heure. J'ai la faiblesse de croire que si vraiment tu fais du travail de qualité, que tu approfondis, à un moment, la qualité, elle se voit. Ou la qualité du travail, ou la sincérité avec laquelle tu le fais, ça se voit. Ça va intéresser quelqu'un, peut-être. Et si ça intéresse personne, ben moi, ça m'intéresse, quoi. Et au bout du bout, je me dis que la seule personne à ne pas trahir, c'est soi-même. On ne doit pas se trahir soi-même. Si on a commencé à faire quelque chose, il faut y croire. Là, on est dans la semaine scolaire, donc je rencontre beaucoup de classes, et au final, je finis toujours en leur disant « mais ne lâchez rien ». Si vous croyez à quelque chose et que vous voulez être président de la République, boulanger, balayeur ou photographe, c'est le même sentiment. Et que si au fond de vous, il y a cette voix ou cette impression qui fait que c'est ce que vous devez faire, ne lâchez rien. Et bien moi, j'essaie de rien lâcher. De rien lâcher. Et le présent me donne a posteriori raison. Parce qu'il y a des sujets que j'ai voulu faire depuis très longtemps, ou des attitudes par rapport à des sujets que je voulais faire, et ce qui m'a poussé aux travaux photographiques au long cours. Et je m'aperçois que certaines personnes que j'estime le reconnaissent. Ou certaines personnes dont le regard m'intéresse le reconnaissent. Ou même des inconnus vont me dire, et quand je dis des personnes, ce n'est pas forcément des DA ou des directeurs photo, je ne parle même pas de le vendre, mais quand j'expose à Visa, des gens viennent me voir, en disant mais c'est super, merci beaucoup, etc. Donc ça veut bien dire que ça touche les gens, donc ça veut bien dire que c'est une approche qui peut être intéressante et reconnue. Est-ce que tu as quand même cette envie aussi d'avoir des feedbacks, est-ce que tu es attentif aussi aux critiques qu'on va te faire par rapport à ça? Comment tu fais pour avoir cette démarche aussi de progression? Parce que je pense que tu seras d'accord avec moi si je te dis que tout le monde apprend, tout le monde apprend tout le temps. On apprend tout le temps de tout ce qu'on fait jusqu'à la fin. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, parce qu'en fait, si on stagne, c'est pas rigolo. Comment toi tu fais pour avoir Et moi, je suis un tricheur. Je suis un tricheur. C'est-à-dire que depuis, je dirais 2002, 2003, j'habite principalement à l'étranger. Et quand je dis à l'étranger, j'ai habité au Kenya, pardon, pas au Kenya, j'ai habité en Ouganda, donc 7 ans dernièrement. J'ai habité au Soudan longtemps, et quand je dis habiter, c'est des années. Donc au Soudan, c'était 2 ans, j'ai habité au Nigeria 3 ans à peu près, au Tchad plus de 2 ans, en Tanzanie, j'ai habité, si je mets bout à bout tous les longs séjours que j'ai fait, c'est plus de 3 ans, entre 3 et 4 ans. En étant loin, du coup, je suis complètement sorti de tous ces réseaux, de tout le bain où les gens peuvent te dire c'est bien, c'est pas bien, où tu montres ton travail souvent, où tu rencontres les gens dans des expos, tu les rencontres souvent dans les bureaux, quand tu vas les voir, tu vois. Je me sors mécaniquement, je suis donc déconnecté des personnes qui pourraient critiquer en bien ou en mal et parler de mon travail. Ce qui fait que, je dis que je suis un tricheur, parce que c'est inconscient évidemment, je ne suis pas allé habituellement pour cette raison, mais ça fait que je suis peu sous le regard au moment où je crée. Peu sous le regard, et donc mon travail est peu critiqué ou évalué au fil du temps. Donc ça me permet finalement de fortifier mon approche. Pourquoi je dis fortifier? Parce que
Quand je crée, quand je travaille sur un projet au long cours, je ne sais pas comment ça se passe chez les autres, mais pour moi, mon processus de création, de travail photographique, je sens que je suis fragile, au sens où des avis peuvent très vite me déstabiliser et me faire perdre le fil que je pense avoir, ou que je pense devoir garder. Donc le fait d'être loin, c'est un avantage pour moi. Et ce qui fait que quand je le montre, le travail est très accompli, au sens très proche de sa fin, ou fini. Et après là, c'est facile, c'est intéressant d'avoir des retours, mais les retours sont du coup des retours forts et solides qui ne me déstabilisent pas et qui me permettent d'avoir un regard non pas sur des portions de ce que j'ai fait, mais sur une entité, un chapitre de mon parcours photographique. Donc c'est en ça que c'est plus facile pour moi. Le revers de la médaille, c'est quand tu es loin, on peut t'oublier plus facilement, tu es moins au courant de qui fait quoi, où sont les bourses, où sont les magazines qui ferment, ceux qui ouvrent, où est-ce qu'il y a des créneaux, etc. Je perds d'un côté, je gagne de l'autre. En la matière, je pense que me connaissant mes limites, mon caractère, je gagne plus que je ne perds. Tu as besoin de faire confiance comme ça et de te déconnecter un petit peu des gens qui potentiellement pourraient faire perdre cette confiance? J'ai besoin d'une relative autarcie quand je travaille sur des projets longs. Mais parallèlement, du coup, quand je suis là, les gens m'appellent pour des commandes, etc., ce que je peux tout à fait gérer, mais là, c'est plus pareil. C'est-à-dire que quand on te passe une commande, le projet, on te dit, voilà, on t'envoie faire un sujet sur lequel tu n'avais pas forcément réfléchi ou auquel tu n'avais pas forcément songé. Mais si ce dont tu me parles, c'est mes projets longs, ma photographie documentaire au long cours, oui, j'ai besoin de cette relative autarcie, pas que pour les faire, mais pour la penser, pour la réfléchir, pour la maturer, pour prendre une direction, parce que aussi, je pense qu'il y a des fois, il y a des projets qui sont complètement difficiles à défendre avant de les avoir faits. Ils sont aussi, c'est un milieu hautement concurrentiel, donc tu ne sais jamais si tu parles de quelque chose trop tôt. Après, si tu en parles et s'il y a des remarques ou des critiques qui sont bienveillantes, je veux dire, ça part généralement d'une bonne intention, mais qui ne vont pas te faire dévier imperceptiblement d'une ligne qui finalement ne va pas te faire arriver là où tu pouvais arriver vraiment. Tu vois, c'est cette fragilité-là. Je pense toujours qu'un projet qui n'est pas accompli, c'est un peu comme c'est un avion léger, quoi. S'il y a une bourrasque trop forte, il peut faire dévier d'une route. Alors je préfère mener un projet, oui, dans cette relative autarcie intellectuelle et d'approche photographique, pour au moins, si je me gourre complètement, au moins c'est mon erreur pleine. Donc du coup, je peux au moins expliquer, comprendre ma propre erreur, parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'être obligé de revenir et de défendre un projet sur lequel au fond, il y a eu tellement d'influence que c'est pas du tout. Finalement, même toi, tu vois bien que c'est pas ça. Ouais, tu n'auras pas de regret au final. Voilà, mais tu auras des remords. Ouais. Et là, avoir des remords au bout d'un projet au long cours, alors là, je trouve que ça, c'est le pire qui puisse t'arriver. Je veux dire, il vaut mieux mener un projet au long cours et même pas y arriver éventuellement, mais au moins tu dis, voilà, j'ai vraiment essayé tout seul et c'est tout. Moi, c'est la citation de Cyrano de Bergerac, à la fin, c'est essayer de monter haut. Je suis peut-être pas monté très haut, mais j'y suis monté tout seul, quoi. Et ben, dans un projet photographique, c'est un peu pareil. Je suis peut-être pas allé très, très loin, mais au moins j'ai essayé tout seul et au moins j'ai qu'à m'en prendre à moi-même. Et aussi, je peux le justifier, l'expliquer vraiment réellement, parce que j'ai vraiment tout fait, je sais exactement. Même les textes, même les légendes, même les recherches, voilà. Donc je sais exactement où je suis, pourquoi. Tu vois, sur le projet Lac Victoria, il y avait des gens qui disaient, vous avez parlé du sida, je ne comprends pas du tout pourquoi. Parce qu'on parle de l'antagonie du lac, et je dis, mais si, parce que c'est la population autour du lac qui grignote aussi la population, et le sida est une conséquence de la présence du lac, en réalité. Et tu vois, ça a été un cheminement intellectuel long avant de faire une partie sida sur le Lac Victoria, mais quand on me pose la question, je sais exactement pourquoi je l'ai fait. Et je peux exactement le justifier. Après, qu'on soit d'accord ou pas, ça, chacun est libre. Hein. Mais au moins, ça m'intéresse d'être centré sur moi. Non pas d'être centré sur mon approche, sur ce que je ressens, sur ce que je pense. On est guidé finalement par son instinct. Sur le projet au long cours, on est aussi guidé par son instinct. Pas que, mais aussi. Ouais. Et ça vient de cette longue envie lointaine d'écrire un bouquin. C'est-à-dire, quand tu fais une fiction, tu es guidé par ton instinct, par ce que tu penses. Sauf que moi, en tant que photojournaliste, en tant que photographe documentaire, je ne travaille plus sur la fiction. Je travaille sur ce qui est. Donc il faut quand même suivre son instinct sur ce qui est. Toi qui aimes bien les citations, tu dois connaître celle de Steve Jobs, un de ses discours très célèbres au moment où il a le cancer et que juste avant de mourir, où il dit à des étudiants de Stanford, je crois,
où il leur dit la vie est courte, ne la passez pas à essayer d'avoir celle d'un autre, vivez la vôtre. Exactement. Ça fait penser un peu à ça. Mais c'est tout à fait. Justement, par rapport à ça, parlons d'un truc assez, au final, terre-à-terre et pragmatique. Faire un projet au long cours, c'est quand même un énorme risque parce que tu produis une grosse partie tout seul, tu passes beaucoup de temps dessus, d'énergie, ça prend de toi, etc. Est-ce que ça vaut le coup, financièrement parlant? Est-ce que toi, avec ce recul-là, alors maintenant que tu viens d'avoir un visa d'or dessus, tu as peut-être une meilleure vision du truc, mais est-ce que comment tu vois ça? Est-ce que tu penses que c'est un truc que tous les photographes, parce qu'il y a plein de photographes qui n'osent peut-être pas se lancer dans un projet au long cours parce qu'ils se disent ouais mais ça paye pas, ou je serai payé dans 2 ans, etc. Ou c'est pas viable? Si on a envie de se lancer dans un... Déjà, je dirais à tout le monde, oui, lancez-vous dans un projet personnel, même s'il est parallèle à des activités plus alimentaires ou à des activités ou le fait de travailler avec la presse ou avec les ONG ou en corpo. Mais c'est important d'avoir un projet personnel. Le mot important dans le projet personnel, c'est personnel. Non pas tant que l'idée vient de toi, mais parce que dans un projet personnel, on en apprend autant sur son sujet que sur soi-même. Et le retour sur soi-même qui est nécessaire quand on fait un projet personnel, qui va être forcément un projet au long cours, parce que c'est cher, parce qu'on ne peut pas le faire, ramasser, t'aide dans ta propre photographie pour les projets avec lesquels tu travailles avec des clients. Pour moi, un projet personnel, c'est avant tout une quête. C'est à la fois une quête sur un sujet, une enquête sur un sujet et une quête sur soi. Mais une quête sur soi qui est inconsciente, qui n'est pas la raison pour laquelle on le fait, mais qui est indéniablement et inhérente à cette action-là. Parce qu'on doute, parce qu'on réfléchit, parce que du coup, comme c'est personnel, on essaie d'avoir une approche qui est personnelle, qui nous ressemble. Mais toutes ces choses-là, quand je te dis ça, c'est pas un sentiment que j'ai eu la première fois que j'ai fait un projet personnel. C'est à force d'en faire et de les enchaîner que je me suis rendu compte que ma photographie avait évolué, mon approche avait évolué, mon approche sur l'existence avait évolué, mon rapport aux autres avait évolué, et tout ça parce que je n'avais pas arrêté de faire du réflexif sur mon caractère, sur ma façon d'approcher les autres, parallèlement au contenu. Donc oui, je dirais faites un projet personnel, et c'est aussi une façon de mieux se connaître et d'avoir l'idée de faire quelque chose qui nous est propre, de laisser cette trace qui nous ressemble. Mais ça nous ressemble aussi par le choix du sujet. Donc c'est très important. Après, si on se dit oui, mais ça ne paye pas, alors il ne faut même pas commencer. Parce qu'un projet personnel, il y a toutes les raisons de le faire, excepté l'argent. Il ne faut même pas y songer. Même parce que c'est le côté, tu es au pied du Kilimanjaro, et tu te dis, bon, je vais l'escalader, et à un moment, tu dis à quoi bon. Moi, je me souviens, j'ai escaladé Kilimanjaro, on était dans un groupe, et il y avait plusieurs étapes, et il y avait un ami avec qui on avait commencé, on arrive la dernière étape, c'est dans la nuit. Il devait nous rester pas longtemps, mais c'était dans la nuit, tu ne voyais pas le sommet. Et à un moment, c'était le plus dur, parce que tu n'avais qu'une envie, c'était de renoncer. Et lui, à un moment, il a dit, mais à quoi bon le faire? Puis il a fait demi-tour, parce qu'il y avait par groupe, on pouvait descendre, il y avait des guides qui redescendaient, qui ramassaient tous les gens de différents groupes qui voulaient redescendre. Et quand il a dit à quoi bon, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si tu dis oui, j'espère que je vais gagner de l'argent, comment je vais gagner de l'argent dans un projet personnel, il y a le petit côté qui est à quoi bon, et à quoi bon, rien de bon, donc on ne le fait pas. Donc pour moi, c'est typiquement la raison qui fera qu'on ne le fera pas. Si on le fait bien, si on choisit un bon sujet, si on choisit quelque chose qui n'a pas été déjà fait, ou si on l'approche de manière différente, au fin du fin, au bout du bout, financièrement, on y arrivera. Et même si ce n'est pas en espèces sonnantes et trébuchantes, d'autres reconnaîtront la valeur de ce travail ou la valeur de l'engagement. Et le fait d'être reconnu et connu pour ça, même pas, je ne te parle même pas d'une notoriété internationale, mais d'être reconnu par certains, ça a une valeur, ça a une valeur financière finalement, aussi. Donc il faut le faire pour ces raisons-là. Et oui, parce que avoir un projet personnel, ça permet de faire fonctionner une autre partie de sa photo, une autre partie de cerveau de photographe, une autre partie de son effort narratif. Et donc c'est important de le mener. Et puis c'est aussi le fil rouge qui nous tient. Parce tantôt tu auras des commandes avec machin, avec bidule, avec telle ONG, etc. Mais ce projet personnel que tu mûris, que tu écris, sur lequel tu réfléchis, que tu réécris à nouveau, que tu repenses, donc fais une petite partie. C'est un fil rouge qui peut te tenir des semaines, des mois, des années. Et t'apporter du boulot du coup, parce que tu deviens spécialiste d'une région, d'une population. Et d'une problématique, et ça au bout d'un moment, c'est sûr que
Par exemple, un des premiers projets personnels que j'ai fait, c'est sur les LGBT. Au bout d'un moment, quand on parle LGBT en Afrique, naturellement, même j'ai des collègues photographes que je connais à peine, hein, comme je suis loin, mais des gens m'approchent et je leur dis mais comment vous connaissez mon travail? Ben, c'est un tel qui m'a parlé de ton travail, un tel que je connais un peu, on s'est croisé à Visa un peu, mais qui connaît ce travail ou qui le connaît par ricochet, ou une telle ou tel magazine, ou Jean-François Leroy qui a dit que si vous parlez homosexualité, ça veut dire Frédéric Noy, voilà. Tu vois, mais quand je l'ai commencé, je ne l'ai pas commencé du tout pour ça. Parce que si tu le commences pour ça, c'est vraiment un calcul financier stupide. Il y a des moyens plus économiques et plus efficaces d'être reconnu ou connu. Bon, en règle générale, faire de la photo pour faire de l'argent, c'est un peu con, de base. Si on réfléchit comme ça, voilà, il y a quand même d'autres façons de gagner de l'argent, quoi. Où il y a d'autres photographies que la photographie, que être photojournaliste pour gagner de l'argent. Enfin, tu peux être soit portraitiste ou faire du corpo, purement du corpo. Il y en a qui font ça, mais moi je trouve pas ça, c'est pas honteux. L'essentiel est s'ils sont satisfaits et qu'ils sont pleins et apaisés par ce destin et cette trajectoire professionnelle, tant mieux pour eux. Moi, je trouve ça très très bien. Ce qui est important, c'est ça. Moi, le but ultime, c'est que j'essaye d'être serein et apaisé par rapport à ce que je fais. Tu vois, c'est parce que je pense que si on en est trop stressé, on ne fait pas un travail posé et satisfaisant, et j'ai l'impression que ça transpire. Justement, par rapport à ça, c'est quoi ton rapport à l'argent? Alors, ça peut sembler un peu bizarre de poser cette question, parce qu'on parle de photos, mais tu viens de le dire, le fait de ne pas penser à ça aussi, à ce manque d'argent, ça te permet de te concentrer aussi sur tes photos, donc ça a un impact sur tes images. Comment toi tu le vois, surtout dans les environnements dans lesquels tu es, où tu es quand même au milieu de gens qui ne sont pas forcément des start-upers? Parce que moi j'ai aussi ma vie personnelle et ma vie professionnelle sont intimement liées, au sens où, comme j'habite à l'étranger, je pars avec ma famille. Et la personne avec qui je suis, avec qui je fais ma vie depuis longtemps, c'est quelqu'un que j'ai connu mais en 98 et qui à l'époque, dans son métier, était débutante. Donc celui qui gagnait l'argent à l'époque, c'était moi. Et donc il y a effectivement, on a toujours été ensemble, on s'est suivis, on s'est soutenus mutuellement. Quand c'était l'un qui gagnait plus, il soutenait l'autre, etc. Donc elle n'est pas du tout dans la profession. Mais par contre, peu à peu, elle est devenue quelqu'un qui me soutient dans ces moments-là, qui peut me soutenir dans ces moments-là, et qui fait qu'au moment où ça pouvait être délicat, si on parle argent et financier, je savais que, au pire du pire, on ne serait pas complètement démunis, on s'en sortirait. Donc, ça m'a permis d'avoir aussi ce recul par rapport à ça. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est que j'ai réussi à faire des sujets qui se sont très bien vendus, et à travailler aussi, notamment quand j'ai travaillé pour les Nations Unies, comme photographe, ou pour certaines ONG, ou pour le HCR, à être bien payé dans ces moments-là. Donc, à mettre suffisamment de côté et à sauver une partie en me disant que ça va m'aider à produire des sujets. Et à essayer de garder au maximum toujours cette idée de gérer mes revenus d'une manière qui me permet de ne pas être dans une situation où je sens que je suis pris à la gorge, quoi. Et une autre chose, c'est qu'habiter à l'étranger permet aussi de réduire certains coûts. C'est-à-dire de vivre, je veux dire, un loyer à Paris, par exemple, tu peux avoir des choses plus grandes, plus à l'aise, ou vivre mieux avec le même budget parisien en Ouganda. Le fait d'être là-bas et de commencer à rayonner sur un endroit te permet aussi de réduire des coûts sur tout, sur les transports, sur le fixeur, parce que tu commences à connaître les gens, c'est tes amis, etc. Donc tu vois, en même temps, j'ai ce souci. J'essaie de garder une distance à l'argent, mais j'y pense tout le temps. J'y pense... c'est comme Mitterrand, je ne sais plus si c'est Mitterrand qui disait par rapport à la présidentielle, n'en parlait jamais, il pensait tout le temps. Voilà, l'argent, j'en parle jamais, mais j'y pense tout le temps. Non pas comment je vais faire, mais comment faire pour que celui que je gagne ou celui que je dois gagner, me permet justement d'être suffisamment prévoyant pour ne pas en parler parce que ça ne m'inquiète pas. Tu vois, dans la profession maintenant, l'aspect économique, commercial, pour moi, c'est ne jamais en parler, y penser tout le temps. On y pense tous tout le temps. Et c'est d'essayer de l'équilibrer, d'équilibrer tout, de lisser, d'avoir une idée. J'ai des budgets, je fais des budgets, mon budget professionnel, j'ai des tableaux Excel, mais depuis 25 ans. Ouais, donc tu es quand même super terre à terre par rapport à ça, tu pars pas là. Je suis très terre à terre et très carré, et très administratif, et très... mais
c'est comme, je le suis tellement qu'au bout d'un moment, je l'oublie, ça devient naturel, je le fais naturellement, et du coup, à être aussi terre à terre et attentif, fait qu'au bout d'un moment, j'y pense plus, je sais que ça se fait. Par contre, je sais que si je suis dans le rouge, je le saurai très vite. Ouais. Et donc, je le vois arriver de très loin. C'est-à-dire de longtemps avant, ce qui me permet après… Tu arrives à anticiper, quoi. D'anticiper, donc du coup, quand j'étais à Kampala, de faire des corpos avec des entreprises françaises qui sont basées là-bas et qui sont comme des corpos, sont bien payés. Et du coup, tu dis, OK, si je fais 5 journées, ça me sauve 2 mois. Et de les anticiper, tu vois. Donc oui, bien sûr, j'y pense. Le côté gestionnaire, et on y pense tout le temps. Je trouve que plus on pense à quelque chose, et plus on le prévoit, plus on le planifie, et si on doit parler gestion, j'ai mis en place des outils, des routines entre les tableaux Excel, les projections, mais je suis au centime près. Pour les impôts, je peux te dire qui me doit quand, qui me doit combien quand, à quel moment il doit me payer, pourquoi il ne va pas payer. Tu n'imagines pas le nombre de tableaux, mais qui me fait que maintenant, et ça c'est des choses que j'ai mis en place, mais il y a 15 ans, 20 ans. Et qui fait que maintenant, ça relâche la pression. Parce que je ne suis jamais pris à la gorge à cause de ça. Ouais. J'essaie d'être prévoyant. C'est bien que tu en parles parce que ça ne revient pas souvent. Et il y a, tu vois, c'est rigolo, un des épisodes du podcast qui dure le plus longtemps, je pense que c'est le record, il doit durer plus de 2 heures. C'est avec Éric Delamarre, qui est spécialisé dans la gestion. C'est lui qui a écrit plein de bouquins sur les devis, les tarifs. C'est un passionné de ça. Et c'est rigolo d'avoir fait un podcast 2 heures qui est passionnant en parlant de gestion, de compta, des trucs qui de base ne sont pas forcément. Et c'est important dans le métier de photographe d'être structuré par rapport à ça, parce que on a une vision à l'argent qui est bizarre parfois, parce que la même photo que tu vends 10 € à un petit magazine ou en ligne, tu peux la vendre pour 1 000 € à un grand magazine aussi, donc oui, tu as une valeur de l'image qui est compliquée. Moi, en matière de gestion, distribuant des photos, bon, maintenant je ne suis plus avec Cosmos, parce que Cosmos n'est plus, mais j'ai fait des tableaux où chaque personne que je rencontre, chaque contact, que ça soit un petit magazine perdu en Hollande ou le New York Times, que ça soit Figaro Magazine ou alors un magazine en Chine, que les gens me rencontrent, que les gens viennent me chercher ou que c'est moi qui entends parler d'eux et qui recherche. Je passe énormément de temps à rechercher les contacts. Je veux dire, même sur Internet, machin, publié là, c'est quoi, et j'ai envoyé des photos, je fais des tableaux sur tous mes sujets. Je sais à qui j'envoie quoi, à quel moment, qu'est-ce qu'il m'a dit. S'il a dit non, s'il a dit oui, peut-être, qu'est-ce qu'il m'a dit à ce moment-là, à quelle date il l'a dit. Et donc, à force de faire ça au fil des années, j'ai un réseau et un panel de gens à qui je peux montrer mes photos ou envoyer les photos par Internet, mais qui est grand. Et du coup, tu vas vendre 200 € là, 300 là, c'était à 11 pages, etc. Je peux te dire pour chaque sujet que j'ai fait. Et quand tu commences à avoir 60 € là, 80 là, 200 là, 1300 là, 500 là, et puis 6000 là, et là, Spiegel, 11 pages. J'ai fait Wak Hollywood, ça s'est vachement bien vendu à travers le monde. Je l'ai vendu de la Chine à l'Australie, les États-Unis, les pays d'Europe de l'Ouest tous. Mais incroyable, quoi. Et alors des fois, je vendais 200. Et puis je ne suis pas genre, ouais, non, il ne me paye que 200 €, c'est non, quoi. Il y a un moment où j'essaye toujours de tirer, et puis quand tu sens que ça ne tirera pas plus, tu dis, ok, mieux vaut 250 là, parce que les 250 d'Espagne, enfin c'était plus, mais les 250 par exemple d'Espagne, les 500 $ de Chine et les 400 d'Australie et puis les 1300, et à la fin tu dis ouais, ça s'additionne. Et oui, et tu fais la somme de tout ce que tu as gagné sur Wak Hollywood, tu dis ah ben ouais quand même c'est 15 000 € quoi. Ouais. Et ça Wak Hollywood, et ça sur le Ekifiré, donc les gays, et ça sur le lac Victoria, et ça sur d'autres sujets, et ça sur la rébellion sud-soudanaise, et ça, et encore aujourd'hui, je peux te dire, là, le Monde m'appelle hier, me dit, oh, c'est telle photo qui est tirée d'un sujet que j'ai fait il y a 2 ans. Mais il me dit, et je me balade toujours avec mes archives. J'ai dans mon sac toutes mes archives. C'est-à-dire qu'à n'importe où dans le monde, si on m'appelle, on me dit, ah mais j'ai vu cette photo. Et du coup, comme je ne le fais plus avec une agence, je prends plein pot. Ouais. Mais je prends plein pot, non pas que je le vole, parce que ça me prend du temps de le faire. Tu vois, la photo pour Le Monde qui est publiée aujourd'hui, je l'ai envoyée hier à 2 h du matin. Et donc, voilà. Et donc, les tableaux, c'est marqué, je l'ai vendu. Et tu vois, tout ça, c'est des outils que j'ai mis en place une fois pour toutes, et après, j'ai plus qu'à remplir, et qui permet au bout du bout de se dire, ah ben, tu arrives à peu près finalement à vendre le minimum vital pour continuer au mois suivant. Et puis quand arrive un gros projet, quand arrive le Visa d'Or de 8 000 €, du coup, ça te donne c'est comme rebondir sur le trampoline. Tu vois, tu as fait un petit saut et bing, hop, tu es 5 mètres au-dessus. Tu vois, donc c'est aussi cette chose-là. Et tu vois, j'en parle jamais, mais j'y pense tout le temps.
Parce que ces outils ont été mis et parce que c'est vrai que... Il y a une époque, quand j'ai commencé, ça m'angoissait énormément. Ça, est-ce que je vais gagner assez? Et du coup, pour répondre à cette question et ne plus m'angoisser, je me suis dit, tiens, voilà, quels outils, comment je pourrais faire pour bien tout suivre? À qui je vends quoi, à qui je démarche quoi, etc. Et donc, j'ai fait ce budget, j'ai fait ces tableaux de diffusion, j'ai fait ces tableaux sujet par sujet et j'ai amélioré au cours des années. Hein. Des fois, ça me prend une journée à tout refaire. Non, mais en fait, j'ai vu qu'en démarchant, l'information principale, c'est sujet par sujet. Avant, je faisais magazine par magazine. En fait, je me suis aperçu que c'est mieux sujet par sujet. Même pour les prix, les bourses, tu as des listes, à telle date, ça tombe, il faut faire, il ne faut pas faire. Est-ce que, voilà, tu vois? Et c'est beaucoup de boulot. Mais ça paye. Ça paye au sens propre comme au sens figuré. C'est beaucoup de boulot, mais une fois que tu l'as fait, peu à peu, c'est de moins en moins de boulot. Puisque la chose est faite, le prix est pli, et ça permet finalement aussi de connaître des gens. Je veux dire, par exemple, ce magazine chinois qui a acheté Wak Hollywood, je vais leur envoyer ce sujet. Et même si je sais que ce n'est pas pour eux, c'est une façon de leur rappeler, hé les gars, et pourquoi pas? C'est comme ça, un magazine suisse, j'avais envoyé Wak Hollywood. J'aurais écrit en disant est-ce que je pouvais envoyer quelque chose, il m'a dit ah vous savez on peut bien. Et je connaissais le magazine, j'avais vu, je ne sais plus comment. Et j'avais fait une journée pour trouver leur contact et je l'ai envoyé. Elle a dit on prend. Elle a dit qu'au fait comment vous me connaissez? Je dis j'ai fait des recherches, mais tu vois. Et maintenant ces gens-là sont dans mon. Des fois les gens quand on leur écrit on leur demande ah non c'est pas trop, on va. Moi là-dessus j'ai aucune honte. Je me dis toujours que le pire qu'on peut essuyer, c'est un refus. Donc, on y va. Puis en plus, quand tu demandes pourquoi, en général, tu repars avec encore plus d'informations et tu es enrichi de cette information pour envoyer d'autres choses. Et, Tu sais, je ne vise pas forcément, évidemment que j'aimerais bien National Geographic, évidemment qu'on aimerait bien Géo. Mais il y a un moment, je me dis que si ça doit arriver, ça arrivera. Et que si c'est le pèlerin, eh ben, c'est très bien aussi. Parce que le pèlerin... tu vas avoir Luc Rérol, par exemple, qui lui me suit depuis longtemps. Qui est adorable. Qui est adorable et qui va aimer. Tu vois, c'est aussi important pour moi à un moment. Et si Géo, je sais que le service photo aime beaucoup ce que je fais et se bat et que finalement c'est une réponse non parce que quelqu'un quelque part au-dessus a dit non et c'est une personne que tu connais même pas, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, et puis après ça peut changer aussi dans la vie. Exactement. Mais bon, j'ai pas de honte à vendre une photo moins chère. Et tu sais, il m'arrivait de vendre un sujet pas cher, alors que j'avais vendu plus cher ailleurs, pour la simple et bonne raison que déjà les gens ils disent ah mais nous on peut mettre que 300 €. Alors je dis bah c'est vraiment pas cher, vous savez. Et ils reviennent vers toi en disant mais on a fait tous les efforts, on peut mettre 380. Et tu dis on aime beaucoup, etc. Et tu dis ouais, je reconnais cet effort-là, donc ok. Vous voyez, vous essayez, vous aimez, voilà. Donc pourquoi pas faire plaisir aux gens après tout? C'est important aussi de faire plaisir aux gens. Ouais, c'est clair. Parce qu'ils s'en souviennent. Puis moi, ça me fait plaisir de faire plaisir. Donc, tu vois. Et puis c'est pour ça que tu as commencé aussi, tu l'as dit, c'est ton pourquoi, c'est de laisser une trace. Et du coup, le plus ton message sera diffusé, le plus ce sera intéressant pour toi. Ouais, mais c'était bizarre ce sentiment de laisser une trace. Mais je crois que c'était, à cet âge-là, je devais avoir 13-14 ans. En réalité, ce que j'exprimais, c'était la peur de la mort. Ça m'a toujours paru bizarre. Un jour, tu disparais, oui, tu laisses aucune trace, rien. Comme si tu n'avais rien créé, quoi. Mais on crée tous quelque chose. Hein, et j'étais obsédé par ça. Et ça a été, je pense, une des raisons, pas inavouable parce que je t'en parle, mais inconsciente qui m'a poussé à ça. Poussé à créer, à faire quelque chose. Et je pense que c'est tellement humain. Tout le monde a ce besoin à un moment donné, mais beaucoup de gens l'oublient. Tu sais, le thé, c'est comme la peur de la mort. À un moment donné, tu as peur quand tu y penses, mais tout autour de nous est fait pour qu'on arrête d'y penser. Et toi, tu vas jusqu'au bout de la démarche en disant, ok, je vais vraiment... Ça te drive, quoi. C'est ça qui est intéressant aussi, de voir comment ça se manifeste en projet photo. Parce que, au bout du bout, le plus important est de ne pas se trahir. De ne pas trahir l'image qu'on a de soi quand on était plus jeune. Le rêve qu'on avait, les valeurs qu'on a ou qu'on avait, qu'on pensait avoir, la projection qu'on se faisait de soi-même. Et que on peut se trahir, mais des fois il suffit de pas le dire et on est le seul à le savoir. Mais c'est ça pour moi le sentiment le plus horrible. C'est quand on est tout seul qu'on pense, on dit quand même merde, là j'ai vraiment merdé, quoi. Et que c'est pas ce que je pensais faire, ou c'est pas ce que je pensais être.
ou c'est pas ce que je pensais produire. Cette petite trahison de soi est presque comme une petite mort personnelle. Et je pense qu'à la fin de la fin, même si tu fais un sujet photo et que tu n'arrives pas à vendre ou que c'est pas ce que tu voulais vraiment, l'essentiel est qu'au bout du bout, tu aies l'impression d'avoir sérieusement, sincèrement essayé, et pas qu'une impression, vraiment de l'avoir fait. Et se dire, mais quoi qu'il en soit, j'ai vraiment été honnête. C'est pour ça, pour moi, un des sentiments plus importants en photo, c'est pas tellement l'objectivité qui, pour moi, une vaste connerie et que ça n'existe pas, mais c'est l'honnêteté, quoi. Une honnêteté par rapport aux autres, une honnêteté par rapport à soi-même, et de ne pas trahir. Et on ne trahit pas non plus dans ce milieu comme dans tous les autres, on ne trahit pas les gens qui... On a besoin d'être fidèle à des gens, on a besoin d'être fidèle à une idée, on a besoin d'être fidèle à des sujets. La fidélité et l'honnêteté, pour moi, c'est des vertus cardinales. Vraiment. Donc, c'est important. Parlons un peu revenons sur ton sujet sur le lac Victoria, que j'ai vraiment beaucoup aimé en expo, et j'étais vraiment content pour toi quand tu as reçu le c'est visa. Gentil, Frédéric, merci. C'était cool. Et tu es sur un sujet qui aujourd'hui est d'actualité, l'écologie. C'est un truc qui revient vachement à la mode, entre guillemets, parce que tout le monde en parle, du réchauffement climatique, de la montée des eaux, des océans, etc., de toutes les répercussions que ça a sur les populations locales. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est un truc vraiment central, si tu veux avoir des sujets publiés, des prix, des bourses, etc. Est-ce qu'il faut absolument être sur une actualité longue comme ça, ou une actualité chaude au final, tout en la traitant différemment au long cours comme tu as fait? Est-ce que tu penses que ton sujet, il fallait que ça soit à ce moment-là pour qu'il ait enfin son... En fait, il tombe au bon moment. Mais moi, je pense je crois à l'ère du temps. Et puis, je crois que si on est un bon photojournaliste ou un bon journaliste ou même un citoyen ou une citoyenne de qualité, on s'informe, on reste informé, on se cultive, on garde un œil sur la planète. Non pas sur la planète en tant qu'environnement, mais sur ce qui s'y passe. Et donc, du coup, c'est des choses qui infusent en nous et qui fait que dans notre sujet, ça ressort. J'aime pas trop l'idée que ça serait un calcul où tu dis ouais on se dirait c'est dans l'air du temps donc je vais le faire parce que ça peut se vendre. Je crois plutôt moi au fait que le fait de lire la presse, de rester informé, du coup tu vois on voit que les sujets qui passent sont ceci ou cela et ça se mature dans le cerveau au moment où tu essayes de t'orienter sur quelque chose. C'est ce qui va sortir non pas parce que tu penses que ça va se vendre mais parce que tu penses que ça t'intéresse. C'est qu'évidemment tu es influencé par ce que tu as lu par ailleurs. Le lac Victoria est un peu une exception. Enfin, je ne l'ai pas fait en me disant c'est autour de l'écologie, autour de l'environnement et ça pourra être porteur. Je l'ai plutôt fait parce que je savais que j'allais quitter l'Ouganda et que j'y avais habité 7 ans et que à chaque fois, tous les jours, quand je partais de chez moi, enfin pas tous les jours, mais régulièrement, je voyais le lac. Je voyais le lac Victoria. Et c'est un peu comme la Tour Eiffel à Paris. Tu la vois pas tous les jours, mais régulièrement, tu peux la voir, quoi. Et tu dis, bon, j'irai la visiter demain. Moi, je n'ai pas aujourd'hui, demain, mais de toute façon, elle est là. Bon, j'attendrai que tonton et tata viennent à Paris, j'irai avec eux. Et non, mais le mois prochain, non, il fait trop. Non, mais elle est là. Et on ne le fait jamais. Et le lac Victoria, pour moi, c'était pareil. Il y avait ce côté, il est là. Non, mais il faudrait que je fasse une histoire dessus quand même. Et, bon. Et je le repoussais toujours, je procrastinais. Et parallèlement, il y a très longtemps, j'avais vu Le Cauchemar de Darwin, qui était autour du lac sur Mwanza, et un film que j'avais absolument détesté. Que j'avais trouvé menteur, malhonnête, mal informé, manipulateur. Enfin, pour le coup, lui, il avait fait un film en pensant je pense qu'il y avait un agenda caché qui a failli réussir d'ailleurs. Et je cherchais j'arrivais pas à trouver un angle et je l'ai trouvé parce qu'un gouverneur kényan a dit que dans 50 ans, le lac allait disparaître. Donc l'idée, donc c'est comme ça a été pour moi le déclencheur de ce sujet. Pour revenir à ta question, donc je dis ça pour t'expliquer en quoi, c'est pas du tout le côté, ah ouais, l'environnement, le développement, ça pourrait marcher, c'est plutôt, il faudrait quand même que je finisse par le faire, quoi. Et comme maintenant je vais quitter l'Ouganda, et comme je sais que ça allait être un projet qui allait me prendre plusieurs mois, j'ai commencé il y a 1 an, en réalité. J'ai commencé il y a 1 an et ça m'a duré 7 à 8 mois pour faire. Quand on fait un projet au long cours, je pense qu'avant tout, il faut croire en son intérêt. Ce qui nous intéresse, ce qui nous passionne, ce qui nous questionne. Peu importe si c'est dans l'air du temps ou pas, peu importe si ça va se vendre, si c'est vendeur ou pas. Parce que ce qui n'est pas vendeur aujourd'hui, ça va l'être demain.
Quand j'ai commencé le travail sur les homosexuels en Afrique, mais personne ne travaillait là-dessus. Il y avait eu vaguement quelques photos par-ci, par-là, qui étaient passées, on en avait déjà parlé, mais personne ne travaillait sur un projet au long cours. Je l'ai commencé avant tout le monde. Mais je ne l'ai pas commencé avant tout le monde en me disant je vais commencer avant tout le monde. J'ai commencé parce que, pour des raisons personnelles, parce que j'avais des amis dans la communauté, parce qu'un ami français dont le partenaire était tanzanien avait été chassé d'Afrique, avait été obligé de partir parce qu'ils avaient été exposés en première page d'un journal, parce que quand il était arrivé en France, il avait sonné à ma porte, qu'il avait habité chez moi, que j'avais compris l'importance de ça, parce que j'avais envie de réinterroger l'Afrique contemporaine avec sous l'œil d'un tabou, et que pour moi le dernier tabou c'était celui-là. Voilà. Tu vois, j'avais commencé pour des raisons personnelles, d'intérêt, qui ressemblent à mon existence, au sens où les vraies raisons doivent être des choses liées à ce que tu lis, à ce que tu vois, à ce que tu ressens, à ce qui fait ta vie, à un drame de ta vie, à une joie de ta vie, à quelque chose qui te ressemble. Quelque part, c'est la somme de raisons qui te ressemblent. La somme te ressemble. Non pas à ton intellect, mais à finalement ce qui te meut, ce qui bouge tes émotions et tes envies. Et à ce moment-là, tu le fais. Même si personne n'en parle, même parce que ce qui est à la mode est dans le vent, ce qui est ringard aujourd'hui, demain, ça va être mais absolument topissime, tu vois. Et puis ça revient. Et ça revient. Donc, c'est un cycle. L'important est de bien faire le sujet et de faire quelque chose sur lequel tu te sens concerné, tu te sens motivé. Et moi, j'aime bien aussi sur les sujets en cours, pour moi, l'idée, c'est que ça doit toujours partir d'une question. Une question à laquelle toi, tu as envie de répondre. Et plus la question est conceptuelle, plus ça m'intéresse. La question qui est pour le lac Victoria, pour moi, c'était est-ce que l'éternité a une fin? Pourquoi? Parce que le lac Victoria correspond à l'éternité pour les riverains. Il est là depuis des millénaires, il a toujours été là. Et pour moi aussi. Et quand le gouverneur a dit dans 50 ans, il risque d'être une eau morte, je me dis, ah mais mince, ce mec-là, il est en train de me dire en gros, l'éternité a une fin. Donc c'est-à-dire que tu dois pouvoir faire correspondre ton sujet à une interrogation presque philosophique. Mais quand je fais mon sujet, je ne suis pas en train de faire de la philosophie. Mais ça m'aide à creuser, à réfléchir, à voir tous les angles, et puis ce que je te disais au début, à revenir vers moi, à me nourrir, à me faire avancer. Donc, si ça correspond à toi, à une somme de choses qui te concernent, ou que tu as lues, alors c'est là où ce que tu lis rentre comme un des membres de l'équation. Et si ça correspond à une grande question, finalement, à laquelle ça t'intéresserait de répondre, alors là, tu as tous les éléments pour commencer un projet personnel, parce que tu as des éléments complètement métaphoriques, et tu as des éléments complètement pratiques d'information pure. Et je trouve que faire de la photographie documentaire doit être forcément lié, quelque part, à une question qui nous dépasse. Et qui dépasse l'entendement, ou qui dépasse les réponses du genre oui, ça se passe à tel endroit, c'est telle communauté, il se passe ça, tu vois, qui est trop factuel. Oui, ça doit être factuel. Mais en même temps, il faut que ça tende vers une universalité ou vers une humanité qui nous dépasse. Et si on arrive à avoir ça, ça veut dire qu'on produit un sujet qui ne peut pas, un jour ou l'autre, intéresser quelqu'un, ou un journal, ou aussi maintenant, ce que je trouve aussi fabuleux, ce qu'on appelle les MOOC, enfin les magazines 21, 6 mois, il y en a plein, long cours, il y en a aussi à l'étranger, tu vois, où soudain te donne une ampleur qui te permet de publier ton sujet au long cours, qui devient une nouvelle photographique, mais une nouvelle documentaire, pas de fiction. Donc c'est ça qui est pour moi les raisons principales pour le faire. Après que ça soit effectivement dans l'air du temps, qu'on dit ça pourra se vendre, ça devient trop, si on parlait de cinéma, un film grand public, c'est-à-dire qu'on le fait, on fait les Tuches 4 et le public va aimer, quoi. Oui, les gens vont aller voir, oui, et honnêtement, au bout du bout, quoi, à la fin, quand tu vas dire, oui, j'ai fait les Tuches 4, est-ce que vraiment ça t'a enrichi au point où tu vois, est-ce que tu es différent avant de l'avoir fait et après, mais différent au sens vraiment intimement? Et je pense que les projets au long cours, oui, ça fait ça. C'est quoi les Tuches? C'est le film. C'est le film. Tu vois, mais c'est une analogie. Ah ouais. Non, mais c'est cette idée de... Je trouve il ne faut pas démarrer un projet au long cours en considérant qu'une conséquence soit une motivation. C'est-à-dire que la conséquence serait qu'après, ça intéresse, tu puisses le publier, donc tu puisses le vendre. Ouais. Pour moi, c'est une conséquence. Si au début, on se choisit un sujet en se disant « c'est comme ça, je pourrais le publier, je pourrais le vendre », là, tu es déjà en train de... Presque cette conséquence devient une motivation. Et là, on vient d'inverser l'ordre des choses. Ouais. Il ne faut pas...
J'ai été trop longtemps en Afrique, mais pour moi, le monde il y a un certain ordonnancement imperceptible, mais quand on y réfléchit 2 secondes, on le saisit. Et dans un projet au long cours, pour moi, c'est d'abord, ça part de l'intellect, ça part de la réflexion, ça part de l'envie, ou ça part de choses qu'on a vues, ou d'avoir envie de creuser sa photo. Et si tout ça est bien fait, au bout du bout, ça trouvera ça, quoi. Forcément. Ouais. Ça, forcément. Il y a un truc qui m'a interpellé le soir où tu as récupéré ton prix sur scène. Et c'est ça qui m'a fait penser que tu étais quand même quelqu'un qui a les pieds sur terre. C'est quand tu as remercié tes fixeurs. Quand tu as remercié tout le monde et puis tu as dit que tu as donné leur prénom sur scène. Oui. Et tu as remercié tes fixeurs. Et tu as dit, sans eux, il n'y aurait pas eu le reportage. Il n'y aurait rien eu, oui. Et tu vois, ça c'est un truc... si Eric Laforgue écoute ce podcast, il va être content qu'on en parle. Parce que je ne sais pas si tu connais un photographe de voyage qui a l'honnêteté de dire publiquement que voilà, photographe de voyage, ça fait beaucoup rêver, c'est très beau. Les gens s'imaginent un truc, le mythe autour de Steve McCurry, etc. Mais ils ne voient pas le côté, les coulisses en quelque sorte, où quand tu arrives dans un pays que tu ne connais pas, si tu veux répondre à la demande du magazine ou à ta demande toi perso de faire ces photos, il va falloir à un moment donné que tu aies une transaction parfois financière à quelqu'un qui va t'amener d'un point A à un point B, trouver les personnages pour toi, le boulot d'un fixeur, quoi, qu'on voit, qu'on respecte quelque part dans le milieu reportage de guerre parce qu'on se dit ça va assurer la sécurité du photographe et tout. Et au final, qu'on voit pas trop ou qui est pas trop mis en avant sur le côté photographie documentaire ou comme en Afrique, où c'est grâce à eux, au final, que tu as accès à ces gens-là et faire les photos. Et faire la photo, c'est la partie presque la plus facile, au final, du truc. Et parce que je veux pas être... je voudrais pas que les gens me croient ou me voient plus grand que ce que je ne suis. Ouais. Je voudrais pas, à mes propres yeux, être vaniteux par omission. Ouais. Tu vois. Mais c'est tout à ton honneur parce que je pense qu'en plus, la population des gens qui ont assisté à ça, enfin les photographes qui voient ça, savent quand même comment ça se passe sur le terrain. Et si tu n'avais pas fait ça, c'est... Mais tu vois, ça tient de la même chose que je voulais qu'ils laissent une trace à Visa. Je voudrais qu'un jour, si jamais c'est filmé, etc., que leur nom, leur prénom, maintenant sont publics, enfin, ont été dits, et ça veut concrètement dire qu'ils appartiennent à ce projet et que publiquement, ils ont laissé une trace dans ce travail. Moi, au début, quand je voulais être journaliste, je voulais être journaliste au départ. Et alors moi, l'idée, c'était, j'étais jeune, et c'était Tintin, quoi. Alors Tintin, on ne le voit jamais écrire, hein, mais c'est un journaliste. Sauf que Tintin, il est toujours tout seul. À part Milou, mais il est seul, quoi. Et moi, dans l'idée, je pensais que le journaliste était seul. Que le mec, il allait à un endroit et pof, il faisait ses trucs tout seul, machin, il parlait pas la langue, je me posais même pas la question, il faisait tout seul. Évidemment, peu à peu, en découvrant, je me suis dit, mais on fait pas ça tout seul quand même. Donc ça a changé la perception et je veux pas porter des lauriers qui m'appartiennent pas. Je veux pas qu'on pense que je suis meilleur que je ne suis. Je ne veux pas qu'on croit que les choses n'arrivent que par une personne donnée. Je ne veux pas qu'on mette sur un piédestal quelqu'un pour des raisons qui ne lui appartiennent pas. Je ne veux pas que le travail qui n'est pas le mien me soit imputé. Je veux aussi qu'on comprenne une bonne fois pour toutes que tous autant que nous sommes dans le métier, on est dépendant en réalité. J'avais été intéressant à l'époque, j'avais lu un bouquin sur un journaliste anglais dont le but était de rencontrer Joseph Kony. Joseph Kony, le patron de la LRA en Ouganda, qui avait été une guérilla très très cruelle dans le nord de l'Ouganda. Et il avait fait toute une quête pour rencontrer Joseph Kony. Donc il était parti au Sud-Soudan, à un moment, il s'était réfugié là-bas, Joseph Kony. Et il était complètement paumé, tout seul, etc. Et arrive une Jeep avec des Russes. Donc lui, il faisait du stop. Et il y en a un des deux qui lui dit, t'es journaliste, et l'autre, il tout fièrement dit, oui, je suis journaliste, je suis indépendant. Et l'autre, il lui dit, ben non, t'es très dépendant. T'es très dépendant de nous. Et parce qu'il faisait du stop, il n'avait plus rien à boire, etc. Et ce jour-là, j'ai dit, mais c'est ça exactement, quoi. J'étais là à me dire, ouais, je suis indépendant. Ce qui, dans le sous-texte inconscient, c'est
je suis carrément un cow-boy, un héros seul et je fais tout seul. Et tu dis, mais non, mais moi, en réalité, je suis dépendant des gens qui m'aident sur le terrain, je suis dépendant des fixeurs, mais il n'y a pas de honte à le dire, à le reconnaître, et c'est surtout une nécessité. Mais c'est même pas une nécessité commerciale, c'est aussi une nécessité, quand j'ai travaillé avec eux, j'ai travaillé qu'avec des jeunes journalistes, femmes et hommes. Pourquoi des jeunes journalistes? Parce que si je choisissais des fixeurs qui travaillent régulièrement avec la BBC, CNN, etc., quand tu vas leur demander quelque chose, implicitement, ils te redonnent la soupe qu'ils ont donnée à d'autres. Et moi, ça, j'ai horreur de ça. Je veux dire, je veux, quand je fais un sujet, essayer d'être original. Au sens, aller dans un endroit où avoir un angle, ou rencontrer des personnages qui n'ont pas été rencontrés par d'autres. Et aussi, ce qui était intéressant avec les jeunes, c'est que souvent, ils connaissaient moins de choses que moi sur le lac, parce que j'avais beaucoup travaillé en amont sur la documentation. Mais par contre, ils étaient dans le pays, quoi. Ils étaient capables vraiment de m'apporter ce que je n'avais pas. Et il était important pour moi de reconnaître ça. Et puis je sais qu'en le disant, ça parle. Les photographes savent ça. Ils le savent. Et à travers ces mots, il y avait une façon de rendre hommage à ces invisibles. À ces invisibles que notre profession connaît, mais que le public nous voit toujours comme Tintin, quoi. Je veux dire, il y a toujours ce côté, vous êtes journaliste, vous avez fait ce sujet quand on voit la télé sur les plateaux, et vous êtes allé à Bagdad, et vous êtes allé à Katmandou, moi je rêve qu'à un moment, sur le plateau de télé, quand on est le gars, dit, j'y suis allé, mais mon chauffeur s'appelait Nanin, mon fixeur, ma fixeuse s'appelait, voilà, et je suis allé, mais heureusement grâce à, alors maintenant ça se fait, on s'envoie etc., dans le générique, il cite tout le monde, et je trouvais qu'en photo c'était important de le dire, et aussi pour eux, je sais qu'ils ne l'ont pas entendu, et je ne vais pas leur dire que je l'ai dit. Parce que si je leur dis que je l'ai dit, j'aurais presque l'impression de l'avoir fait pour me vanter auprès d'eux, tu vois. Mais je voulais juste me souvenir. En réalité, je l'ai presque fait par égoïsme. Tu as fait pour toi? Oui, me souvenir que quand même, il y a des moments où c'était compliqué, difficile, et je ne les ai pas trouvés facilement. Les uns et les autres, surtout celui en Tanzanie, c'était très compliqué à identifier. Certains en Ouganda ont été très difficiles ce n'était pas des copains de copains, et en 3 minutes, je les avais. Ça m'a pris des fois des semaines. Hein. Et en disant ça, il y avait aussi cette façon de me souvenir d'eux, de me souvenir des efforts, et de leur reconnaître le rôle, mais capital qu'ils ont joué. Parce qu'il y a des moments où c'était difficile, et ce n'était pas que des fixeurs qui t'aident à trouver quelqu'un, c'était aussi des gens qui te boostaient le truc, qui t'aidaient à encore y croire en disant non mais ça va aller, quoi. Je crois qu'on va y arriver, tu vois. Et à chaque fois qu'il parlait, il disait nous. Donc au moment où je reçois le trophée, qui est t'étais dans la lumière, je ne peux pas ne pas dire nous. Je veux dire, je ne peux pas ne pas dire nous. Et ça, c'est ce que je me dois et c'est ce que je leur devais. Tu vois, c'est pas le cas de tous les photographes, loin de là. Mais tu vois, quand j'étais dans la shortlist du visa, donc je me disais que statistiquement, il y a donc une chance que je l'ai. Honnêtement, j'y croyais pas du tout. Je veux dire, quand Jean-François m'a appelé, il me l'a dit lui-même, il m'a dit putain, j'ai attendu 20 secondes avant de te voir arriver. Je dis ben oui, c'est les 20 secondes où j'étais pas très haut hein, dans les gradins, mais 20 secondes en me disant est-ce qu'elle m'a vraiment appelé cette dame et du coup, un des soirs avant, j'avais la seule chose que je m'étais dit, je me dis si jamais, la seule chose que je m'étais dit à dire, c'était ça. Et presque le plus ridicule de tout, c'est que quand j'ai failli l'oublier. En fait, j'ai parlé, etc. Puis moi, j'ai repris le micro à Jean-François. Et au fait, je voulais dire que. Enfin, j'ai presque failli oublier la seule chose que j'avais prévu de dire si jamais je descendais pour récupérer le. T'as de la chance, c'est rare qu'il le lâche le micro comme ça. Alors Jean-François, mais ça, c'est ce que j'adore chez lui. J'aime beaucoup Jean-François pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est. On peut le critiquer, beaucoup de gens le critiquent et trouvent, mais on n'a pas toujours été amis. Quand on dit oui, Jean-François, il fait que ses amis. Quand il a commencé à me soutenir, on n'était pas du tout amis. On se connaissait, mais bon. Donc, pour plein d'autres raisons, je trouve que Jean-François, qu'on trouve en marée, il est là, et il s'en prend plein la gueule, mais il est là digne et debout, quoi. Et rien que ça, je lui tire mon chapeau. Et quand il m'a laissé reprendre le micro, plutôt que me le rendre, il m'a dit, fais vite. Si tu devais donner, pour terminer, si tu devais donner un conseil à un photographe qui se lance en dehors de ce que tu as dit sur le fait qu'il faut se lancer, qu'il faut faire des projets long cours, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un photographe qui rêve lui aussi d'avoir le Visa d'Or un jour, qui rêve d'avoir une expo comme tu as eu, de pouvoir partager aussi avec tout le monde comme ça? Le conseil que je lui donne, il tient en 3 mots, c'est ne lâche rien.
C'est-à-dire, si tu penses que c'est ce que tu dois faire, si tu penses que c'est le projet personnel qui te tient à cœur, si tu penses que tu peux y arriver, si tu penses que c'est ta voie, ne lâche rien. Ne lâche rien. Et ne confonds pas un moment de dépression, un moment de pas de boulot, un moment compliqué avec la fin de ta trajectoire. Ne lâche rien. Il faut y croire jusqu'au bout, y travailler, ne rien lâcher. Et ne pas se trahir. Alors c'est facile à dire, maintenant ça a l'air facile à dire, moi de là où je suis assis, mais aujourd'hui j'ai été rien du tout quoi. Non pas que maintenant je suis vraiment tellement quelqu'un, mais j'ai été vraiment un débutant, mais sans avoir fait d'école, qui n'a pas tous les atouts que toi, jeune photographe, aujourd'hui tu as. Sans Internet, sans le digital, sans les réseaux, sans les collectifs, sans les agences, sans les magazines que tu peux trouver facilement. Moi, à l'époque, les magazines, tu prenais ton téléphone et tu tombais sur des répondeurs, quoi. Des répondeurs, hein. Tu laissais un message, bonjour, il me fallait 3 jours pour appeler Libé. Pas 3 jours parce que j'avais pas le numéro, mais 3 jours parce que j'avais la trouille. Tu vois, aujourd'hui, même si tu as la trouille, tu envoies un SMS, un mail. À l'époque, il n'y avait pas de mail et tout ça. Donc ça veut dire, ne lâche rien, c'est possible. Et il faut y croire. Rien n'est vraiment impossible en réalité. Rien n'est impossible, il faut seulement se donner les moyens, trouver le courage en soi et ne rien lâcher. Ne rien lâcher. C'est un super conseil, on va terminer là-dessus et merci encore pour tout ça. Merci à toi de m'avoir reçu, c'était super. Merci pour votre écoute et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour m'aider à toucher encore plus de monde et faire grandir l'audience de ce podcast. N'oubliez pas d'aller le noter sur iTunes, ça prend 2 minutes et ça m'aide énormément pour le référencement. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode.